6MS, c'est-à-dire quoi? 6MS, c'est-à-dire l'ordonnancement des systèmes manufacturiers et de services. Principalement, la première partie sera sur les systèmes manufacturiers. Dans la deuxième partie, on va voir quelques exemples pour le système de service. Il y a des algorithmes, il y a des méthodes qui peuvent être appliquées sur les systèmes manufacturiers et de services en même temps. Et il y a des algorithmes qui ne peuvent être appliqués que sur les systèmes de service. Ce sont des cas particuliers qu'on va voir juste avant la partie pratique, juste avant les travaux pratiques. D'accord? Donc, la fonction ordonnancement, comme on a déjà dit, c'est la fonction qui suit la fonction planification. C'est-à-dire, ça fait partie de la logistique interne. On a la prévision qui a pour résultat principal la quantité à produire, par produit par article. Cette quantité produite sera par la suite planifiée dépendamment des ressources, c'est-à-dire dépendamment du volume global du travail, dépendamment des délais fournisseurs, etc. Et la planification aura pour résultat des ordres d'approvisionnement et des ordres de fabrication. Les ordres d'approvisionnement sont la responsabilité du service logistique. Ce sont des achats qui seront lancés, voilà, des approvisionnements dans le cas général qui seront planifiés et des ordres de fabrication qui feront l'objet de l'ordonnancement. Donc, les variables d'entrée pour l'ordonnancement sont principalement quoi? Les résultats des ordres de fabrication qui sont résultats de la planification. Nous devons avoir aussi les informations sur les ressources, que ce soit des ressources automatiques, des machines ou des ressources humaines. Les ressources automatiques, par exemple, les capacités, les cadences des machines, la disponibilité des machines, etc. Et les ressources humaines aussi, la vitesse, voilà, la cadence de production de chaque employé, la capacité, etc. On prend une ressource manuelle ou automatique de la même manière. On doit avoir aussi des données sur la production ou la gamme, principalement la gamme de production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le temps de traitement sur chaque ressource, le temps idéal de traitement sur chaque ressource. Si on aura besoin de temps de réglage, on doit avoir des informations sur les temps de réglage, etc. Généralement, pour l'ordonnancement, on ne prend pas en considération les coûts. Généralement, on laisse les coûts pour la fin. D'accord? On traite principalement des temps. Comme votre camarade, pardon, j'ai oublié le nom, Hussein, je pense, a dit, c'est principalement la variable temps, mais cette variable temps, cet objectif temps va être traduit par différentes méthodes. D'accord? Donc, c'est le contexte de l'ordonnancement. Comme pour chaque fonction, on a des objectifs. Ces objectifs peuvent être le résultat de réponses aux questions. À la fin de l'ordonnancement, on pourra répondre à la question, qu'est-ce qu'on va produire? De quoi est-ce qu'on a besoin pour produire? Pour quelle date et en quelle quantité? C'est en une phrase, c'est une définition qui peut être donnée à l'ordonnancement, un arrangement de passage de différentes commandes sur les ressources en ayant des paramètres fixes pour les ressources. C'est-à-dire, je ne peux pas faire modifier, par exemple, le temps de traitement de l'article X sur une machine A. On doit avoir des gammes de production des données. D'accord? Déjà, la gamme de production est une donnée. Donc, on peut dire que l'ordre, comme c'est écrit sur la diapositive, l'ordonnancement d'atelier consiste à affecter plusieurs tâches à plusieurs moyens de fabrication. C'est-à-dire une file d'attente de commandes devant un certain nombre de machines. Cette définition de l'ordre de passage de commandes sur les machines doit avoir un objectif et doit répondre à des contraintes, principalement des contraintes temporelles. Les critères optimisés, on va voir les différents critères en détail dans la suite de cette séance. D'accord? Pour pouvoir définir un ordonnancement du système, que ce soit manufacturier de service, on doit
principalement le système manufacturier, on doit avoir quelques notions, c'est-à-dire quelques définitions en relation avec la fonction ordonnancement. La première notion qu'on doit comprendre, c'est la notion de tâche. Qu'est-ce qu'on appelle tâche? Si on a, vous savez ça, mais juste pour cadrer dans le cadre de dans le contexte de l'ordonnancement. Si vous avez une gamme de production, chaque étape de la gamme, c'est une tâche. On peut appeler tâche chaque étape de la gamme de production. On peut appeler tâche aussi chaque opération exécutée sur une ressource. Chaque ressource, elle exécute une tâche. C'est-à-dire, un problème d'ordonnancement, c'est un ensemble de tâches à répartir sur les ressources. D'accord? Donc, on peut dire que l'ordonnancement, c'est programmer des tâches sur des machines, sur des ressources, pour atteindre un objectif bien déterminé. Ou bien encore, définir ce qu'on appelle un séquencement. On va voir par la suite que ce séquencement sera présenté par l'outil de diagramme de Gantt que vous savez déjà, je suppose. D'accord? Donc, l'ordonnancement passe par deux étapes. Une étape d'affectation. Affectation de quoi? Affectation de tâches pour chaque ressource. Une première étape d'affectation de tâches pour des ressources et le résultat de ça, si chaque tâche est affectée à une ressource, on aura un séquencement qui peut entre autres être représenté par un diagramme Gantt ou autre chose. On va voir un autre outil de présentation des résultats, mais principalement pour le début du cours, pour les 3 ou 4 premières séances, on va utiliser le diagramme Gantt qui va présenter les résultats et non pas optimiser l'ordonnancement. Pour l'optimisation, on va voir d'autres outils d'optimisation. D'accord? Pourquoi faire? Comme toute fonction d'optimisation de la production, on a un besoin de minimiser un temps de production, minimiser des encours, minimiser les retards, que ce soit en nombre ou en temps. On va voir les différences par la suite. Comme on a dit au début de notre webinaire, on peut avoir un objectif de minimiser le temps de traitement, maximiser la disponibilité, maximiser l'utilisation, etc. Pour chaque objectif, on aura un indicateur. On va voir les indicateurs les plus utilisés. On peut définir même des indicateurs. On va voir ça par la suite. Hein? D'accord? Donc, ce sont les objectifs de l'ordonnancement. Les objectifs sont les mêmes que ce soit pour un système manufacturier ou de service. Pour le service, par exemple, si on prend la situation actuelle de la maladie, la coronavirus, si vous voulez, il y a, par exemple, imaginez qu'on a un hôpital où il y a 10 malades qui attendent un test de coronavirus, par exemple. Et l'hôpital, il a uniquement 3 tests. D'accord? On doit définir, si on veut ordonnancer ce qui va se passer, on doit définir un ordre de passage. C'est-à-dire quoi? 3, c'est-à-dire qu'on a le choix, par exemple, entre la règle la plus utilisée liée à FIFO, c'est-à-dire le premier patient arrivé sera testé en premier. C'est un critère. Le deuxième, c'est la criticité de l'état. C'est-à-dire, même si le 10e patient est arrivé en dernier lieu, il sera passé en premier si son cas est grave par rapport aux autres. L'année, on doit quantifier qu'est-ce que ça veut dire grave. D'accord? C'est un ordonnancement du système de service. Il a ses particularités, surtout pour les hôpitaux, mais c'est un ordonnancement. C'est un exemple concret de l'ordonnancement. La préparation des emplois de temps, c'est un ordonnancement aussi, qui va passer en lundi 9h, puis mardi 10h, etc. C'est un ordonnancement de service.
Pour le système manufacturier, c'est plus physique, c'est plus visible, si vous voulez. Donc, on va commencer par le manufacturier. Ou personnellement, je préfère alterner avec des exemples du service. Donc, on va utiliser le manufacturier, mais au fur et à mesure, je vais essayer d'évoquer. Vous aussi, vous pouvez proposer des exemples pour le système de service si vous voulez intervenir, bien sûr. D'accord? On revient à la présentation. Donc, les objectifs sont principalement liés à une minimisation et une maximisation de temps, des encours, des délais, voilà, des retards, pardon, c'est pas des délais, des retards. D'accord? On va détailler ces objectifs à travers des indicateurs au fur et à mesure de l'avancement du cours. D'accord? Mais on peut avoir un ordonnancement dit statique ou dynamique. Statique, c'est-à-dire quoi? Comme pour la prévision, c'est-à-dire on définit le paramètre du problème à ordonnancer, on suppose que ces paramètres ne vont plus être modifiés et on exécute les algorithmes ou les règles de priorité. D'accord? Ça s'appelle un ordonnancement statique. Le paramétrage se fait une seule fois et ne va pas être modifié pour le reste du travail. D'accord? On peut avoir un ordonnancement plus compliqué, dit ordonnancement dynamique, c'est-à-dire l'ordonnancement se fait au fur et à mesure de la réception des commandes. Ça nécessite des algorithmes très complexes, entre autres ce qu'on appelle la théorie des files d'attente ou encore l'utilisation de logiciels de simulation. Pour nous, on va se contenter à l'ordonnancement statique. D'accord? Sinon, dans une étape avancée, bon, ça on aura du temps, mais si on aura du temps, on peut passer à la gestion des ordonnancements différents produits. Oui, bien sûr, différents produits. Qu'est-ce qu'on appelle produit? Un produit, c'est un article qui sera produit après plusieurs étapes. On suppose qu'on a deux machines A et B. On peut avoir un seul type de produit, c'est-à-dire plusieurs commandes d'un produit qui passe sur la machine A, puis sur la machine B. D'accord? Plusieurs commandes pour un même produit. On peut avoir une file d'attente de produits différents, c'est-à-dire un produit X qui a comme gamme de production A puis B et un produit Y qui a comme gamme de production B puis A. Et ils peuvent avoir une même file d'attente. D'accord? Ils peuvent être dans un même problème d'ordonnancement et ont des gammes de production différentes. D'accord? Mais certainement, si on a un seul produit et une seule commande, on n'a rien à ordonnancer. D'accord? Bon, règle de priorité, on va voir des cas particuliers par la suite, mais ce sera très facile d'ordonnancer, on n'aura pas besoin d'algorithme. Pour la réponse aux questions, oui, c'est différent produit pour l'ordonnancement. Et autant, si on a un très grand nombre de produits, on aura plus de difficultés. Donc, la difficulté augmente au fur et à mesure que le nombre de produits et le nombre de postes d'ailleurs augmente. D'accord, Amir? B. Donc, on a deux types d'ordonnancement, statique et dynamique. Nous, pour ce cours, on va voir les algorithmes pour le statique. Non, ce sont des ordres de fabrication. On va traiter des ordres de fabrication pour l'ordonnancement. D'accord? L'approvisionnement, c'est autre chose. L'approvisionnement, c'est il faut chercher les fournisseurs, puis disons évaluer les fournisseurs de point de vue délai et coût, etc. Puis lancer les commandes, ou faire la réception, etc. C'est une autre étape, voilà, c'est une autre fonction à remplir. L'ordonnancement, c'est en relation avec la fabrication. Il y a des tâches à exécuter sur des ressources, sur des postes de travail. D'accord? Les étapes de la production, de l'ordonnancement, les principales étapes sont deux. L'affectation, puis la représentation et le lancement des tâches. Je vous laisse le soin de lire en détail, voilà, de voir en détail ce qui est écrit sur ce diagramme. Quelques détails sont donnés sur le diapo suivant. En résumé,
le résultat de la planification, un des résultats de la planification, qui sont les ordres de fabrication, seront traités par la fonction ordonnancement. Le résultat, c'est un séquencement de passage de commandes sur chaque ressource. Si on a 3 ressources, le résultat de l'ordonnancement sera 3 séquencements, un séquencement par ressource. Imaginez que vous avez 20 commandes et 2 ressources, on aura 2 séquencements. Un séquencement, c'est-à-dire ordre de passage de commande sur une ressource. La ressource, je rappelle, peut être automatique, machine, ou bien manuelle des ouvriers, voilà, des intervenants humains. D'accord? Et comme toute fonction, il y a le contrôle et il y a l'amélioration. D'accord? Le suivi, le contrôle et l'amélioration. D'accord? Les critères de performance. Il y a juste une seule petite remarque à ajouter pour les critères de performance. Je vais par exemple prendre l'exemple de l'objectif des retards. Bien sûr, si on dit retard, donc l'objectif sera une minimisation des retards. La minimisation de retard peut être considérée de 3 méthodes différentes, au moins de 3 méthodes différentes. Je peux optimiser la valeur moyenne des retards, c'est-à-dire, on dit 3 commandes, une commande qui n'a pas de retard, une commande qui a 5 jours de retard et une commande qui a 3 jours de retard. 5 plus 3, le 4, c'est le temps moyen de retard, 4 jours de retard. Mon objectif, c'est de trouver l'ordre de passage de commande devant les postes de façon à minimiser un retard dit moyen. Ça, c'est une façon de prendre les retards en considération. La deuxième façon, c'est de minimiser le retard maximal. C'est-à-dire quoi le retard maximal? C'est-à-dire, je prends le même exemple. Donc, on dit une commande qui a un retard égal à 0, une commande qui a un retard égal à 5 jours et une commande qui a un retard égal à 3 jours. Si l'objectif est de minimiser le retard maximal, c'est-à-dire je dois trouver le séquencement qui minimise le 5, c'est-à-dire qui permet de finaliser la commande qui a le retard, le nombre de jours de retard le plus important. Donc, retard moyen, le maximum de retard, et là, il y a ce qu'on appelle, comme tout autre objectif, un retard pondéré. C'est-à-dire quoi un retard pondéré? C'est-à-dire, par exemple, j'ai un client qui est très exigeant. Donc, c'est comme, il va remplacer 10 clients. C'est-à-dire, si ce client, il a un jour de retard, c'est comme si j'ai 10 jours de retard. C'est un des façons de prendre les retards en considération. Donc, je peux prendre individuellement le retard, je peux prendre, et considérer bien sûr le retard maximal, je peux prendre la moyenne et je peux prendre un retard, voilà, une somme de retard pondéré. Ça va dépendre de l'objectif. On va voir comment prendre ces critères, voilà, ces objectifs en considération. Pardon. D'accord? De même, si on prend le temps de traitement, de même, si on prend la date de fin, etc. D'accord? Donc, les critères de performance dépendent de l'objectif. On va voir comment on va définir un objectif par la suite. B. Lorsqu'on parle du système manufacturier, on parle certainement d'atelier. Je suis sûre que vous avez déjà une idée sur le type d'atelier après le cours de Lean Manufacturing principalement, mais on a aussi discuté pas mal de fois le type d'atelier. On a principalement 3 types d'ateliers. Je peux avoir des ateliers à machine unique. C'est-à-dire quoi, machine unique? C'est-à-dire que j'ai une seule machine qui va produire, voilà, qui va exécuter toute la gamme. D'accord? C'est si vous voulez, c'est le type d'atelier le plus facile à gérer, bien évidemment. Une seule machine, une file d'attente. Donc, la file d'attente, les travaux en attente, c'est en rouge, qui vont avoir une règle de priorité de passage. Exemple qu'on a déjà traité, c'est le FIFO. La première commande d'arrivée sera traitée. Je peux avoir, si ce n'est pas unique, je peux avoir plusieurs machines. Ces plusieurs machines peuvent être aménagées de 2 manières. Ça peut être des machines parallèles
ou série. Si on a des machines parallèles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque commande en attente peut passer sur toutes les machines. Elle va passer certainement sur une seule machine, mais je peux choisir de faire passer la commande sur la machine 1 ou 2 ou 3. D'accord? Ces machines M1, M2, M3 peuvent avoir les mêmes fonctions, c'est-à-dire des machines qui exécutent la même tâche ou peuvent avoir des tâches différentes à exécuter. D'accord? Ralentir, d'accord. B. Je refais quelque chose ou là je continue et je ralentis? Je continue et je ralentis? Je vais refaire puisque vous n'avez pas répondu. Alors, principalement, la première étape, c'est de définir les ateliers. D'accord. Bébé. Ah, d'accord. B. Je vais revenir rapidement sur les types d'ateliers. Hein. Mais depuis les types d'ateliers, hein. C'est ça, oui, et là. D'accord. B. On distingue principalement, pour bien sûr, je vais revenir un tout petit peu en arrière. On parle pour cette présentation, pour la présentation des ateliers, type d'atelier, on parle uniquement des systèmes manufacturiers parce que dans le service, on n'a pas d'atelier. Pour les systèmes manufacturiers, on a principalement 3 types d'ateliers. On peut avoir des ateliers qui ont une machine unique, c'est-à-dire toutes les commandes en attente vont passer sur une seule machine. Et dans ce cas, on a besoin de ce qu'on appelle des règles de priorité. D'accord? Sinon, si on n'a pas une machine unique, on aura plusieurs machines. Si plusieurs machines peuvent être aménagées selon une configuration parallèle, c'est-à-dire les commandes peuvent passer sur l'une des machines en parallèle, ces machines, lorsqu'on voit elle en série, bien sûr, on va revenir sur les machines en série. Pour les machines parallèles, je peux avoir M1 dans le cas présenté devant vous, M1, M2, M3, MM ont les mêmes fonctions, c'est-à-dire ils exécutent la même tâche. On appelle ça des machines identiques, c'est-à-dire ils ont la même tâche avec les mêmes performances. On peut avoir des machines uniformes. C'est-à-dire quoi uniforme? C'est-à-dire des machines qui font la même fonction, mais qui ont des performances différentes, des vitesses différentes, des qualités de production différentes, etc. Et la troisième possibilité, on peut avoir des machines parallèles qui ne sont pas du tout, qui n'ont la deuxième type de machine, ce sont des machines qui ont la même fonction, mais qui ont des performances différentes. C'est-à-dire, par exemple, deux machines de découpe en parallèle. La première tartine une autre précision. La deuxième tartine une précision médiocre. Voilà, moins bonne, si vous voulez. D'accord? Ce sont des machines dites uniformes et non pas identiques. Ils ont la même fonction avec des performances différentes. Et là, ça peut être une différence par rapport au nombre de production. C'est-à-dire, on dit 2 machines de découpe. La première permet de découper 50 pièces par unité de temps. Pour la même unité de temps, la deuxième machine permet de découper 30 uniquement. Donc, la même fonction avec des performances différentes. Identiques, uniformes, ou encore, le cas le plus général, ce sont des machines non uniformes, des machines différentes, mais le layout est en parallèle. D'accord? Donc, machine parallèle. Ou bien, une configuration des ateliers en ce qu'on appelle flow shop, c'est-à-dire des machines en série. Comme l'exemple qu'on a vu pour la vidéo, les machines en série, c'est-à-dire quoi? En flow shop, pardon, des machines en flow shop, c'est-à-dire des machines qui ont un cheminement unique. Par rapport à la question de Amir tout à l'heure, il a dit un même produit. Si on a un atelier aménagé en flow shop, on a un même produit. C'est-à-dire, tous les produits vont passer sur la machine A, dans ce cas sur la machine 1, puis 2, puis 3.
c'est un flow shop. C'est un cheminement unique. D'accord? Je peux passer? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? D'accord. Merci, Malek. Merci. Il y a un cas plus général. Il y a ce qu'on appelle vous connaissez déjà, le job shop. Job shop, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux avoir dans un même atelier une machine unique, je peux avoir des commandes qui passent sur une seule machine, je peux avoir des commandes qui passent sur la machine 1 puis 2 en flow shop, je peux avoir des équipements qui passent sur des commandes qui peuvent passer sur la machine 1 puis 2 puis 5 uniquement, 1 puis 6 puis 3, etc. Ça s'appelle le job shop. Il y a le cas le plus général et c'est le cas presque de la majorité des ateliers en système manufacturier. D'accord? Donc, machine unique, machine parallèle, machine série ou flow shop. Machine unique, c'est une seule machine. Machine parallèle, ce sont des machines qui peuvent exécuter des tâches en même temps. Ça peut être identique, uniforme ou non uniforme. Et des ateliers en flow shop, c'est-à-dire des étapes successives ou cheminement unique, et des ateliers aménagés en job shop, c'est-à-dire je peux avoir n'importe quel cheminement, voilà, n'importe quel passage des commandes. Je peux avoir une file d'attente de 10 commandes. Chaque commande, elle a sa propre gamme de production, c'est-à-dire son propre ordre de passage sur les machines. Il y a le cas le plus général. Pour l'ordonnancement, on doit prendre en considération tout ça. Pourquoi? Parce que chaque configuration a ses propres algorithmes. Donc, la première chose à faire pour un problème d'ordonnancement, c'est de définir l'atelier, définir le nombre et l'aménagement des machines dans l'atelier. Pour le job shop, je peux avoir plusieurs configurations. Pour le job shop, je peux par exemple regrouper. Je peux avoir un dispatching aléatoire, comme le premier exemple, ou bien je peux regrouper en ce qu'on appelle des îlots aux cellules. C'est-à-dire quoi, îlots aux cellules? C'est-à-dire, on dit 3 machines de découpage, 3 machines de finition. J'aurai 3 îlots de découpage, finition, découpage, finition, découpage, finition. Ça s'appelle une répartition en îlots. Ou bien, je regroupe les machines de découpage ensemble et les machines de finition ensemble. On a le choix de faire ça. Ou bien, si je regroupe les machines de découpage et les machines de finition, par exemple, on dit qu'on a un regroupement homogène. Ou si on regroupe les fonctions, c'est-à-dire chaque groupe peut produire un produit fini, on dit qu'on a une décomposition, voilà, un regroupement en îlots, en cellules. D'accord? Oui. Maintenant, puisqu'on a dit que la première étape, c'est la description de l'atelier. Donc, il y aura d'autres étapes. On a parlé de la description de l'atelier, on a parlé des objectifs. Un problème d'ordonnancement doit au moins avoir une description de l'atelier et un objectif à atteindre. Il y a une normalisation de la présentation de ces règles, de ces problèmes d'ordonnancement. Il y a une normalisation de la représentation des règles des problèmes d'ordonnancement. Cette représentation est de cette manière-là. On doit représenter on doit regrouper, voilà, on doit modéliser, mais ce n'est pas une modélisation mathématique, on doit modéliser les problèmes d'ordonnancement sous forme de tâches. D'accord? La file d'attente en amont de l'atelier est formée principalement par ce qu'on appelle des commandes ou des produits, ou encore le terme qu'on va utiliser beaucoup pour le cours d'ordonnancement, c'est le terme job. D'accord? Un job, un produit ou une commande est formé de plusieurs tâches. Ce sont les tâches qui seront programmées, voilà, qui seront les données sur ces tâches-là seront les inputs de l'ordonnancement. D'accord?
quelles sont ces données-là pour chaque tâche? Pour chaque tâche, je dois avoir ce qu'on appelle le temps de mise en... le temps de... Quand est-ce que cette tâche-là est prête à être exécutée? C'est le ready time en français, c'est la date de disponibilité, c'est écrit devant moi. C'est la date de disponibilité. Cette date de disponibilité, c'est la date à partir de laquelle je peux lancer la tâche I. Donc, chaque tâche I, elle doit avoir tout d'abord un temps de disponibilité, généralement noté RI, même en français, pour dire le ready time. D'accord? C'est-à-dire la date au plus tôt du lancement de la tâche I. D'accord? Le deuxième paramètre à prendre en considération, qui est un paramètre primordial, qui est un paramètre fixe, qui ne peut pas être changé dans le problème d'ordonnancement, c'est ce qu'on appelle le temps de traitement, ou PI, pour dire Processing Time. C'est le temps de traitement. D'accord? Donc, le temps de disponibilité, le temps de traitement et la date de fin d'exécution, généralement notée CI. Si on va appeler CI la date de fin d'exécution, est-ce qu'on peut... Ah, pardon, je ne peux pas poser les questions. Je me suis perdue un peu. Je vais continuer. La date de fin de la tâche, la date de fin de la tâche ne peut jamais, par exemple, être avant la date de début de la tâche. Mais je peux avoir, pour le paramètre DI, le due time, voilà la date demandée pour la date demandée par le client pour la livraison, je peux avoir la fin de date d'exécution CI après la date de livraison. Et dans ce cas, j'aurai un retard. D'accord? Donc, je résume les données qui doivent être présentes, qui doivent être préparées avant la mise en place d'un problème d'ordonnancement. Je dois avoir le ready time, c'est-à-dire la date de lancement au plus tôt de la tâche I. Le processing time, c'est la durée définie dans la gamme de production de chaque tâche. Processing time. Je dois avoir la date de fin d'exécution, completion time, et je dois avoir la date de fin exigée par le client, par le poste suivant. C'est le deadline. On doit disposer de toutes ces dates. Bon, réellement, ce n'est pas toutes les dates, mais ça va dépendre de l'objectif. Mais si on a besoin, par exemple, d'étudier le retard, on aura certainement besoin des deadlines clients. D'accord? Donc, chaque tâche est définie par un ready time, processing time, completion time et un deadline. Chaque tâche, c'est-à-dire si on a 10 tâches à exécuter, on doit avoir les données pour ces 10 tâches. D'accord? Comment on va présenter ces données-là? On va présenter ces données-là dans trois groupes d'informations. Le premier groupe, on a discuté déjà, c'est l'atelier, la description de l'atelier. Deuxième groupe, ce sont les objectifs. On a beaucoup parlé des objectifs, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Les objectifs peuvent être liés au temps, peuvent être liés aux ressources, la disponibilité, et peuvent être liés au coût aussi. Ça va dépendre de l'objectif. S'il s'agit d'un objectif positif, on va maximiser. Par exemple, maximiser l'exploitation d'une machine A. Si on a besoin de disponibilité, c'est minimiser ce temps-là. Ça va dépendre de l'objectif. Parfois, on peut avoir recours à des objectifs conjugués, c'est-à-dire des objectifs qui dépendent les uns des autres. On va voir des exemples par la suite. Pour nous, ce sera des problèmes mono-objectifs, c'est-à-dire chaque problème d'ordonnancement aura un seul objectif. Dans le cas général, principalement dans l'ordonnancement dynamique, on peut avoir plusieurs objectifs pour un même problème d'ordonnancement. Pour nous, ça sera un seul objectif. Ce sera des problèmes mono-objectifs. D'accord?
Pour les objectifs, je vais énumérer maintenant les différentes possibilités, voilà, les différentes possibilités les plus utilisées des objectifs de l'ordonnancement. Un des objectifs les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle le flow time, c'est-à-dire le temps de circulation des commandes dans l'atelier. D'accord? C'est le temps que la commande passe dans l'atelier. Si on va revenir aux différentes données de la tâche, F peut être calculé à partir de la date de fin de la tâche CI moins le ready time. Donc le F, le temps de circulation, c'est le temps, c'est la date à laquelle le produit est sorti de l'atelier moins la date d'entrée dans l'atelier. Je peux avoir un objectif d'optimiser ce temps de circulation. C'est un indicateur très utilisé. Ce temps de circulation, l'exemple des retards que je vous ai présenté tout à l'heure, je peux optimiser un temps de circulation maximal, je peux optimiser un temps de circulation moyen, je peux optimiser un temps de circulation moyen pondéré. On va voir c'est quoi la différence entre ces différentes possibilités. Les autres critères qu'on peut prendre en considération, c'est en relation avec les retards ou lateness. Généralement, c'est noté temps de traitement. Non, c'est pas le temps de traitement. Le temps de circulation, c'est le temps de traitement plus, par exemple, le temps d'attente. Ça peut être le temps de circulation, l'idéal que ça soit égal au temps de traitement. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? D'accord. Donc, on a le temps de circulation. On a aussi le temps de traitement, juste je reviens vers le temps de traitement, ne peut pas être optimisé. Le temps de traitement, là, le PI, le processing time, c'est la gamme de production. Je peux pas, l'exemple de traitement dans les fours, par exemple. Je peux pas décider à l'étape d'ordonnancement de minimiser le temps de cuisson de 5 heures à 4 heures. D'accord? C'est pas un paramètre à optimiser. Donc, le temps de circulation ou la flow time, c'est un temps de traitement plus d'autres temps de préparation, d'attente ou autre. Les autres indicateurs autres que le temps de circulation, je peux étudier les retards, lateness, même en français, on note L, c'est la date de fin, CI, la date de fin de traitement, moins le deadline. Je peux étudier les retards. Algébrique, allez, algébrique, je vais revenir sur algébrique, parce que je peux terminer la commande avant le deadline. Je peux terminer la commande avant le deadline et dans ce cas, j'aurai des coûts de stockage. Et c'est mauvais aussi. D'accord? Donc, je peux prendre la valeur algébrique de retard pour voir si je suis en avance. Si je suis en avance par rapport au deadline au client, donc je dois stocker et j'aurai des coûts de stockage. D'accord? Et ce paramètre-là, ça s'appelle earliness ou les EI. Ce sont aussi un paramètre qui peut être optimisé pour l'ordonnancement. Je peux optimiser les retards, notés généralement T pour dire tardiness. Je peux optimiser un retard moyen, je peux optimiser un retard maximal, je peux optimiser un retard pondéré. Je peux passer? Oui? Non? Oui, merci. Pour ce qu'on appelle le CMAX ou le MakeSpan. Merci, merci Nad. Alors, le MakeSpan, c'est le critère qu'on va utiliser le plus pour l'ordonnancement. Qu'est-ce que le MakeSpan? C'est la date de fin de la dernière tâche à exécuter pour une commande. C'est la date à laquelle le produit va sortir de l'atelier. Généralement, c'est le paramètre optimisé. C'est le paramètre utilisé pour un très grand nombre d'algorithmes qu'on va prendre en considération. C'est-à-dire, l'objectif de l'ordonnancement, c'est le fait que le produit passe un minimum de temps dans l'atelier. D'accord? Ça s'appelle un CMAX, c'est la date de fin d'ordonnancement de la dernière tâche. Ça s'appelle aussi,
on va beaucoup utiliser le terme makespan. C'est un terme technique pour l'ordonnancement. Le Cmax, c'est le makespan. Donc, pour l'exemple, on dit 4 taches, vert, rouge, bleu et jaune. Le makespan, c'est la date de fin de la tâche jaune. D'accord? Si j'ai un objectif de minimiser un makespan, c'est-à-dire trouver la combinaison qui va me donner la date de fin la plus proche de la tâche jaune dans ce cas, si c'est toujours là, si je suis en flowchart, si la tâche jaune est la dernière dans la gamme de production. D'accord? Donc, il faut absolument bien comprendre ce que le Cmax, voilà ce que le makespan, c'est la date de c'est le critère le plus utilisé pour l'ordonnancement, c'est la date de fin de la dernière tâche. Et pourquoi ça s'appelle Cmax? Parce que ça prend, voilà, ça permet de calculer la valeur maximale de CI, le completion time, les dates de fin des tâches, c'est-à-dire la dernière date de fin. Je sais, si je vais appliquer un algorithme pour optimiser le makespan, c'est-à-dire je dois trouver une combinaison qui me donne la date de fin la plus proche de la dernière tâche à exécuter. C'est bon? C'est clair ce que le makespan, c'est que le Cmax. Oui. Normalement. Non, nada. Tu n'as pas compris la définition? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Qu'est-ce qui n'est pas clair? سامحني مدام. أه علاش يعني كان يعني باش نخدم كان على البارتي الاخرى متاع التاش، يعني نشوفها وقتاش توفى، هذاك اللي يهمني انا، ما يهمنيش التاش الاولى، يعني وقتاش Quoi? تدخل، مش قلنا فيرست ان فيرست اوت، يعني لوردونونسمون، يعني يهمه في التاش الاولى وقتاش Orzal, مش Yanad, chouf, lorsqu'on dit first in, first out, c'est une règle de priorité. Lorsqu'on dit make span, c'est un objectif à exécuter. C'est différent. Donc, je peux avoir un objectif d'avoir le Cmax minimal et on applique la règle de priorité first in, first out. Tu vois? ميرسي. Si tu n'as pas compris, je peux donner un autre لا لا لا، exemple. واضح واضح واضح، معناها مرحبا فما بك. deux choses différentes. Tu as posé la question sur deux choses différentes, sur ce qu'on va فهمتك. utiliser et l'objectif à atteindre. Alors, on va utiliser par exemple la règle first in first out pour atteindre l'objectif de minimiser le Cmax. D'accord? D'accord, madame, merci. D'accord, merci à toi. Mais maintenant, si je vais résumer, on a trois paramètres à définir. On doit définir l'atelier, on doit définir un objectif et on doit avoir des données sur les commandes et sur les tâches. D'accord? Il y a une normalisation de présentation des problèmes. Chaque problème d'ordonnancement doit forcément être présenté de la forme suivante. Alpha slash bêta slash gamma. D'accord? Alpha pour dire quoi? Alpha, ça permet de décrire l'atelier. C'est-à-dire, je dois définir l'atelier d'une façon normalisée. Vous avez l'exemple ici. Si j'écris par exemple, je veux prendre le même exemple, si j'écris F6, c'est-à-dire à la place de alpha, j'écris F6, c'est-à-dire j'ai dit que je vais travailler sur l'ordonnancement de commandes d'un atelier formé par 6, probablement pas machines, par 6 ressources organisées en flowchart. D'accord? Si j'écris uniquement 1, c'est comme si j'ai dit je vais prendre en considération un atelier à une machine unique. Si j'écris P2, P, P pour dire parallèle, voilà, identique, vous avez un document, juste un petit document en PDF pour expliquer comment noter, voilà, comment on note
une machine parallèle ou une machine en série. Juste, c'est un détail. On va supposer que P pour dire parallèle. P2, c'est-à-dire j'ai deux machines en parallèle. Le paramètre alpha est utilisé pour décrire l'atelier. D'accord? Le paramètre bêta, c'est pour présenter, voilà, pour mettre les paramètres nécessaires pour l'ordonnancement. Je peux mettre, je mets les paramètres, on a vu trois, on a vu le RI, le ready time, le processing time, le deadline et le temps de fin de circulation, le CI. Le bêta peut contenir plusieurs paramètres et peut être vide aussi. On va voir des exemples sur ça. Donc, le alpha, dans alpha, je vais décrire l'atelier. Dans bêta, je vais mettre les différents paramètres qui doivent être connus pour résoudre le problème. Pour gamma, je dois mettre l'objectif, le critère d'optimisation. Ça peut être un temps de circulation. Le U, ce sont des retards. Le U, ce sont des retards, on va voir ça en détail. Je peux avoir un make-span, etc. Donc, un problème d'ordonnancement doit forcément être représenté sous la forme alpha, bêta, gamma. Alpha pour le type d'atelier, bêta pour les paramètres et gamma pour l'objectif. Exemple, si j'écris 1 DI L max, lateness L, je vous rappelle, c'est pour dire que je vais travailler sur l'ordonnancement d'un atelier formé d'une seule machine pour optimiser le retard maximal. Et je dois disposer, bien sûr, si je vais optimiser le retard, je dois disposer des données sur les deadlines. D'accord? Deuxième exemple, un été. C'est quoi un été? T, c'est le tardiness, c'est les retards. Ouais, c'est le temps total de circulation. T, c'est le temps total de circulation. Donc, dans ce cas, le problème, c'est je vais ordonnancer un ensemble de commandes dans un atelier formé par une seule machine dans l'objectif d'optimiser le temps total de circulation. Troisième exemple, J pour dire job shop, c'est écrit déjà. J'ai un atelier aménagé en job shop formé par trois machines pour optimiser le make-span et le C-max. D'accord? C'est clair? Donc, chaque problème d'ordonnancement doit forcément être représenté par les paramètres alpha / bêta / gamma. On va l'utiliser avant chaque problème d'ordonnancement. C'est-à-dire, si on veut définir un problème d'ordonnancement, si on veut résoudre un problème d'ordonnancement, on doit commencer par la présenter sous cette forme-là. Donc, on doit utiliser cette notation pour chaque problème d'ordonnancement. D'accord? Nadam? D'accord. Est-ce que vous me donnez la permission de continuer un peu puisqu'on a commencé un peu en retard? Oui. J'ai besoin de quelques oui. Merci. Mais, juste l'objectif, c'est un objectif de 3 heures et on nous a réduit le temps. Donc, je vais continuer un tout petit peu sur les règles de priorité. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, les règles de priorité, c'est un cas particulier d'ordonnancement. Pourquoi? Parce qu'on parle de règles de priorité lorsqu'on a une seule machine. Il faut absolument retenir ça. On parle d'une règle de priorité lorsqu'on a une seule machine. Sinon, si on a plus qu'une machine, on va parler d'algorithmes qui vont utiliser ces règles de priorité. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques règles de priorité et on va appliquer ça sur une seule machine. D'accord? Lorsqu'on va passer à plusieurs machines, on va parler d'algorithmes qui peuvent absolument et normalement utiliser des règles de priorité, mais il y aura plusieurs étapes à faire. D'accord? Merci. La règle la plus utilisée, que vous connaissez tous, qu'on a beaucoup utilisée, dont on a beaucoup parlé, c'est la règle FIFO.
first in, first out. C'est une règle dite, une règle, entre guillemets, une règle naïve. Et l'avantage de cette règle-là, c'est qu'elle est équitable. C'est l'exemple, par exemple, des choix des projets, voilà, des choix des matières optionnelles. Celui qui va faire son choix en premier lieu, qui va arriver en premier lieu, aura le premier choix. D'accord? En français, c'est premier arrivé, premier servi, premier entré, premier servi. On peut appeler FIFO aussi PEPS. C'est la même chose. D'accord? La deuxième règle, donc FIFO, la deuxième règle, c'est la règle liée au temps opératoire, c'est-à-dire au temps d'exécution. On a deux règles dans ce sens. On a le temps opératoire le plus court et le temps opératoire le plus long. C'est-à-dire, si je choisis par exemple le TOC, le temps opératoire le plus court, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si j'ai 3 commandes en attente, je vais exécuter en premier lieu la tâche, voilà, la commande qui a le temps de traitement le plus court. D'accord? Si je choisis le temps opératoire le plus long comme règle de priorité, c'est-à-dire que si j'ai une file d'attente de commandes, je vais lancer en premier lieu la commande, voilà, la tâche, ça dépend de ce que j'ai en file d'attente, la tâche qui a le temps opératoire le plus long. Chaque règle a ses avantages et ses inconvénients. Le temps opératoire le plus court, par exemple, est là si j'ai l'objectif de dégager l'atelier, c'est-à-dire minimiser le nombre d'encours. Donc, une commande qui a un temps opératoire court, je vais la lancer rapidement pour la faire sortir de l'atelier. Le temps opératoire le plus long, entre autres, c'est la psychologie elle a principalement un objectif psychologique, c'est-à-dire que je vais exécuter la tâche la plus longue, donc je vais me débarrasser de la tâche la plus difficile. C'est-à-dire psychologiquement, je vais être plus prêt à travailler. Bon. La règle la plus utilisée, c'est le TOC, parce qu'on n'a pas intérêt à avoir un atelier encombré. D'accord? Par rapport à la notation LPT, en anglais, on peut l'utiliser aussi, c'est Longest Process Time, c'est le temps opératoire le plus long. Elle a le Shortest Process Time. Le SPT est très utilisé, même dans les bouquins français. Le SPT, c'est un terme très utilisé. Shortest Process Time. D'accord? TOC ou elle a SPT. Donc, on dit la règle FIFO, la règle TOC et la règle TOL. La règle TOC, elle est très utilisée. FIFO, elle est utilisée beaucoup plus que le FIFO. On va voir ça par la suite. On va voir pourquoi c'est utilisé. Voilà, déjà, rend à ses avantages. L'avantage, c'est principalement un moyen de dégager l'atelier. D'accord? C'est se débarrasser de maximum d'encours. Pour les désavantages de la règle de temps opératoire le plus court, ça ne prend pas en considération, entre autres, ça ne prend pas en considération les dates de fin. D'accord? Ça ne prend pas en considération, par exemple, si j'ai un deadline pour la tâche la plus longue. Et ça peut créer des problèmes par rapport au client. Et surtout, contrairement à la règle FIFO, ce n'est pas une règle équitable. C'est-à-dire si le 10e client de le temps opératoire le plus court, il passera avant le premier client qui a le temps opératoire le plus long. Ça peut causer, surtout pour les systèmes de service, ça peut causer des problèmes d'insatisfaction client. Imaginez que vous êtes devant un guichet dans une banque ou dans la poste, avec une procédure assez longue à exécuter et vous êtes en attente depuis 1 heure. Ou j'ai quelqu'un qui va mettre un colis et il passe en 30 secondes, voilà, en 1 minute. La poste a appliqué la règle SPT, oui, c'est une règle d'ordonnancement. Il y a une personne de moins dans l'atelier, mais il y a des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, le choix de la règle de priorité, ça dépend de l'objectif, ça dépend aussi des conditions de l'application.
D'accord. Les avantages et les inconvénients, c'est valable pour toutes les règles de priorité. Je vous laisse le soin de lire en détail les avantages et les inconvénients de chaque méthode. D'accord. Donc, on a d'autres règles de priorité. Les deux règles basées sur les délais de livraison, les deadlines, sont la date de livraison tout court, c'est-à-dire j'exécute en premier lieu la tâche qui a la date de livraison la plus proche, tout simplement. D'accord? C'est le date le plus proche, DP. Là, en anglais, ça s'appelle le EDD. C'est Earliest Delivery Date. C'est la date de livraison la plus proche. EDD aussi est très utilisé. D'accord? Si j'ai à optimiser un retard, le EDD est très utilisé aussi. C'est un peu, comme c'est écrit ici, c'est un peu le juste à temps. D'accord? C'est un peu le just in time. C'est l'exécution de l'objectif juste à temps. Donc, FIFO, TOC, TOL, ED, c'est-à-dire DP, pardon, voilà, EDD, c'est la date de livraison la plus proche. Et le dernier critère qu'on va considérer, c'est ce qu'on appelle le ratio critique. Le ratio critique prend en considération, les règles de priorité qu'on a considérées jusqu'à présent, ça prend en considération un seul critère. C'est ou bien le processing time, principalement, ou bien la date d'arrivée, la date d'arrivée, c'est-à-dire le FIFO, ou bien le processing time, c'est le temps de traitement, ou bien le deadline. Le ratio critique prend en considération un critère qui est calculé à partir du deadline et processing time. C'est-à-dire, le ratio critique, ça permet de calculer la période restante entre le moment présent et le deadline. D'accord? On va voir comment appliquer ça. C'est une équation à prendre en considération, c'est la date promise, c'est-à-dire le deadline, moins la date actuelle divisée par la durée. D'accord? On peut utiliser une formule plus simple qui est la marge entre la date de livraison et la date actuelle. Ça s'appelle le SLAC, la date promise moins la durée. Le plus c'est moins la durée, pardon. C'est le temps restant pour la livraison. Le SLAC, c'est le temps restant pour la livraison. Déjà, c'est un critère pour voir est-ce que je peux ou pas exécuter la commande. D'accord? Il y a d'autres critères de performance qui sont calculés. On va les calculer pour les applications par la suite. Donc, ce sont des règles simples qui sont utilisées directement et on a d'autres critères d'évaluation de ces règles-là qu'on va les calculer par la suite. Hein? Vous êtes d'accord? Vous suivez? D'accord. Donc, les 4 critères, on va les calculer pour chaque règle de priorité. On va prendre un premier exemple, je vais prendre uniquement le premier exemple, et on va considérer le ratio RC, مش CR, le ratio critique. La question, c'est de refaire le ratio critique, c'est ça? Oui, d'accord. Si vous avez compris les règles de priorité précédentes, le ratio critique, c'est une autre règle de priorité à appliquer, mais qui est calculée en faisant la soustraction de la date promise, c'est-à-dire deadline, moins la date actuelle, on suppose qu'on est dans le jour 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien à exécuter. Donc, et j'ai une commande qui dure 5 jours par exemple, et qui doit être livrée au 7e jour. D'accord? Le ratio critique sera 7 moins 0 divisé par 5. D'accord? Chaque tâche aura son ratio critique. Et on va appliquer un algorithme pour définir un ordre de passage des commandes. D'accord? C'est comme la règle FIFO, comme la règle du temps opératoire le plus court, mais c'est un critère calculé en prenant en considération en même temps la date de livraison ou le deadline et le temps présent et bien sûr le processing time qui est toujours utilisé.
D'accord? Si tu as encore quelques ambiguïtés, ça va être plus clair pour dans l'exercice. Voilà, dans l'application, si vous voulez. Nada. D'accord? C'est comme les autres règles, mais c'est un critère calculé et non pas un critère donné. D'accord, merci. Pour l'exemple, ce sont des critères de performance pour évaluer les règles de priorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux prendre cet exemple-là, on va prendre cet exemple-là, c'est l'exemple de 6 documents qui vont, voilà, 6 tâches dans le cas général, 6 jobs pour se familiariser avec le vocabulaire. On a 6 jobs A, B, C, D jusqu'à F qui vont être traités sur une seule machine, puisqu'on a dit le traitement va être sur une seule machine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais utiliser une règle de priorité. Quelles sont les données sur chaque document? Pour chaque document, j'ai un temps de traitement, le processing time qu'on a appelé PI, et une date promise ou le deadline DI. Pour le document A, pour le job A par exemple, il a besoin de 2 jours pour être traité et il doit être livré au 7e jour. 2 jours pour être traité et doit être livré au 7e jour. D'accord? Pour le B, il a besoin de 8 jours pour être traité et doit être livré au 16e jour, etc. Ce qu'on va faire, on va tester les règles de priorité PEPS, TOC, date de livraison et ratio critique pour trouver, voilà, pour évaluer selon ces critères de performance-là, pour trouver quelle est la règle la plus adéquate si on veut déterminer un ordonnancement de ces documents-là. D'accord? Donc, on va commencer par la règle FIFO. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va considérer les documents A, B, C, D, E, F. On va considérer bien évidemment les durées et les dates promises. Et on va appliquer la règle FIFO. C'est-à-dire, on va supposer que les documents sont arrivés dans l'ordre alphabétique. Le document A est venu à la date 0, puis document B, puis document C, etc. On va appliquer cette règle-là et on va calculer, une fois le tableau il est rempli, on va calculer les critères de performance qu'on va discuter à la fin. D'accord? Alors, vous suivez un peu, s'il vous plaît. Le document A, il est reçu à la date 0. Il a besoin de 2 jours pour être traité, donc la date de fin sera, qui peut répondre? Tout simplement 2. Très bien, très bien. J'aurai une date de fin égale à 2 et une date promise égale à 7. Donc, merci. Une date promise égale à 7. Donc, combien on aura de jours de retard? Très bien. On aura 0 jour de retard. Surtout, il ne faut pas mettre moins 5. D'accord? Surtout, il ne faut pas mettre moins 5. Si on avait besoin de calculer le EI, earliness, on a au moins 5. Mais ici, on a 0 retard. B. La date de début de B, si on applique la règle FIFO, sera quoi? Qui peut répondre? Est-ce que c'est 0? 2. Très bien. Donc, oui, très bien, Oussema et Mohamed. 2, c'est la date de début du document, de traitement de document B. La durée, c'est 8. Donc, la date de fin sera, bien sûr, 10 heures. D'accord? Oui, Amir. Et est-ce qu'on aura de retard? Non. Le document 3 peut être exécuté à partir de quelle date? Très bien. C'est la date de fin d'exécution de B. La date de fin de C, ça sera 14. Et combien de jours de retard? 14? 10? Très bien. D'accord? C'est pas 0, Yamalek. Allez, c'est pas 0. Parce que la date promise, elle est inférieure à la date de fin. Oui, Malek. Oui, très bien. D'accord? Ainsi de suite. Donc, la date de fin de C sera la date de début de D. La date de fin égale la date de début plus le temps d'exécution. J'aurai 24 moins 17 retard, 7 jours de retard, et etc. jusqu'à la fin. D'accord?
on a pris la règle de la règle de priorité FIFO. Oui, monsieur. Oui, Smida. تفضل. لا مش سميدة اسكندر. مدام بلاش سامحني. تفضل. مدام مثلا هي الدوري تنجم تكون بار جور مثلا الدوري. Ici c'est par jour. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir la même unité pour toutes les données. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir 2 jours pour A et 8 minutes pour B, par exemple. عندي سؤال هنا مثلا الA بعد 2 jours ما تكمل بعد 2 jours من بعد نورمالمون البي ديبي نورمالمون à partir du 3e jour معناتها تبدا. Là, c'est une très bonne question. Oui, pour ce qu'on va faire pour l'ordonnancement, on va supposer qu'il n'y a pas de temps de transition entre les documents. D'accord. D'accord. On va supposer qu'on n'a pas de temps de transition. On va avoir à la fin du module un exemple où on a supposé aussi qu'on n'a pas de temps de réglage, hein, si vous avez remarqué ça. Oui. D'accord. C'est une très bonne question. C'était la remarque que je comptais évoquer, mais c'est bien de poser la question. On va supposer qu'on n'a pas de temps de passage entre les postes. Par la suite, on va voir ça. Et qu'il n'y a pas de temps de réglage et on n'a pas de temps d'attente entre les commandes. Maintenant, les ressources sont disponibles infiniment. D'accord. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi, Anna. D'accord. B. Pour calculer, je vais maintenant évaluer ces données qu'on a calculées. On est juste pour les calculs. Le total de durée, ça s'appelle comment le total de durée? La date de fin de la dernière tâche. Qu'est-ce qu'on a appelé la date de fin de la dernière tâche? C'est le Cmax. La date de fin de la dernière tâche, c'est Cmax. Je peux lire les données à partir de là. Je vous laisse le soin de le faire. Si on veut calculer maintenant les paramètres, le temps moyen dans le système, c'est calculé à partir de total de fin divisé par le nombre de commandes. Le total de fin, c'est égal à 120. Il suffit juste de faire la somme des dates de fin. On a trouvé 20 jours divisé par le nombre de commandes qui est 6. Le nombre moyen dans le système, les équations sont des données, bien sûr. Hein. C'est le total de fin divisé par la durée totale du travail. On a trouvé 2,93 documents. Le nombre moyen dans le système, c'est-à-dire en moyen, combien on a de documents dans le système. Le retard moyen, c'est le nombre de jours de retard divisé par le nombre de commandes. La remarque, on divise par 6 et non pas par 3. Voilà, par 4. 1, 2, 3, 4. On divise par 6 pour le retard moyen. C'est le 54. C'est 0, plus 10, plus 7, plus 14, plus 23. Donc, on a pris en considération les 2 zéros. On ne va pas diviser par 4. On va diviser par 6. Il faut faire attention. Vous avez compris la remarque? Donc, même les documents les jobs qui ne sont pas en retard doivent être pris en considération pour calculer le retard moyen. Et le nombre de retards moyens, c'est égal à 4, bien évidemment. D'accord? D'accord? Pour la règle FIFO. On va faire le même travail pour la règle temps opératoire le plus court. Pour la règle FIFO, on a gardé le TOC, c'est le temps opératoire le plus court. C'est-à-dire, elle a le shortest process time, le SPT. C'est-à-dire, je vais exécuter en premier lieu la tâche qui a le temps opératoire le plus court. Dans ce cas, je vais commencer par quoi? Tu peux répondre? Si je vais appliquer le TOC, je vais commencer par A, puis je vais exécuter le C, puis etc. Je vais ordonner les tâches selon leur temps opératoire le plus court. Donc, l'ordre sera le suivant. A, C, E, B, D, F. Selon la durée, Melek. Oui, très bien. D'accord? Donc, selon la durée, on aura cet ordre-là. Pour FIFO, on a gardé l'ordre d'arrivée. Pour le TOC, on a réarrangé, on a trié selon le temps opératoire le plus court. Si c'était le temps opératoire le plus long, on aurait trié selon le temps opératoire le plus long. Et on va faire la même chose, je vais faire vite puisqu'on va faire le même travail. Donc, 0 plus 2 égale à 2, on n'aura pas de retard. La date de début de C sera 2 et la date de fin sera 6.
on aura 2 jours de retard. La date de début égale à 6 pour E et la date de fin égale à 11, on n'aura pas de retard, etc., etc. Et pour F, on va commencer à la date de fin du document D, 29 plus 12 égale à 41. On aura 23 jours de retard. Si on veut calculer les sommes, on aura 41 pour les durées, la même durée bien sûr. On aura 108 pour les dates de fin, 40 pour les retards. Et si on veut calculer les critères, de la même manière, on aura la somme des dates de fin divisée par le nombre de commandes égale à 18. On aura 2,63 documents en moyenne dans le système et on aura 4 commandes en retard. D'accord? C'est la règle TOC. Si je vais calculer je peux continuer? Je veux bien continuer. TOC B, nada. TOC mieux, merci. TOC mieux que FIFO selon quels critères, justement? Par exemple, pour FIFO, qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que je peux comparer les commandes par la suite? Pour gagner du temps, madame, juste. Mais c'est bien de comparer. Tu as un très bon réflexe. Donc, par exemple, pour FIFO et TOC, on a trouvé 4 commandes en retard. Donc, si mon objectif est de minimiser le nombre de commandes en retard, je peux choisir n'importe quelle règle de priorité. D'accord, madame? Donc, il faut, pour dire est-ce que FIFO est mieux ou la TOC est mieux, il faut tout d'abord fixer un objectif. D'accord? Et il y a un tableau récapitulatif à la fin, on va discuter de ça. D'accord? Alors, si je vais appliquer le délai, donc selon la règle date promise, le premier document à exécuter sera quoi? Qui peut répondre? Qui peut répondre? Le premier document à exécuter selon la règle date promise. C'est 4. C'est plutôt le document C. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le document C. C'est la date promise la plus proche. Voilà, très bien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le document à exécuter. Donc, le 4, c'est la date promise la plus proche. Donc, je vais exécuter en premier lieu le document C. Bah, ce sera le document A, E, donc dans l'ordre 4, 7, 15, 16, 17 et 18, selon la règle selon la date promise, pardon. D'accord? C'est quoi la question? Comment? Comment quoi, Malek? Malek? Comment on choisit, tu veux dire? Madame, oui. B, Ahna, est-ce que tu as compris comment on applique la règle FIFO et la règle TOC? Oui, de la même manière, lorsqu'on va appliquer la règle date promise, on va se concentrer sur la date promise. C'est-à-dire, je vais exécuter en premier lieu la date qui doit être livrée en premier lieu. C'est-à-dire qui a la date de fin, le deadline le plus proche. Le deadline le plus proche, dans ce cas, c'est 4. C'est-à-dire, je vais exécuter la tâche qui a la date promise égale à 4 en premier lieu, qui est la tâche 6. C, pardon, la tâche C. D'accord? Non? D'accord. Oui, donc, on a trié les tâches selon la règle date promise. De la même manière, on va calculer les retards, on va calculer les dates de début, les dates de fin et la somme des dates de fin et les retards. Pour les critères de performance aussi, l'année par exemple, on a 3 commandes en retard. Donc, si mon objectif est de minimiser le nombre de retards, je vais choisir la date promise. Et c'est logique. Je me suis basée sur la date promise. D'accord? La dernière règle, je vais faire vite, vous refaites les calculs chez vous, juste pour s'assurer de l'acquisition des compétences. La dernière
le dernier critère qu'on peut prendre en considération, la dernière règle qu'on peut appliquer, c'est ce qu'on a appelé le ratio critique. Le ratio critique se calcule par l'équation date promise moins date actuelle sur durée d'opération. Par défaut, la date actuelle est 0. Généralement, on pose 0 la date actuelle. Le ratio critique pour A, qui peut me dire comment je vais calculer, la valeur, comment je vais calculer le ratio critique pour le document A? Ça sera l'équation date promise égale à 0 moins date actuelle sur la durée. Date promise, c'est 7. C'est 3,5, très bien. كيفاش لقيناها 3,5 c'est 7 livraison moins 0 date actuelle divisé par la durée égale à 2. Très bien, Oussema, Mohamed, très bien à vous tous. D'accord? On fait de même pour le reste des commandes. Et on aura toujours la même date actuelle pour les commandes, bien sûr. Date actuelle, c'est 0, c'est-à-dire que je vais commencer à partir de 0. D'accord? Et le document qui sera exécuté en premier, c'est le document qui a le plus petit ratio critique. Dans ce cas, c'est quoi le plus petit ratio critique? Tout simplement le document C. D'accord? Le premier document qui sera exécuté sera le document C parce qu'il a le plus petit ratio critique. D'accord? B. On élimine le ratio C, le document C, et on effectue une deuxième itération. La particularité de la règle de priorité au ratio critique, c'est que cette règle de priorité se fait en itération. Les autres règles de priorité, FIFO, l'attaque ou autres, ça se fait en une seule itération. Pour le ratio critique, ça se fait en plusieurs itérations, en nombre de documents moins 1. Donc, j'élimine le document C et je suppose, je sais que ce sera le premier document à exécuter et je fais comme si j'ai uniquement 5 documents. On recalcule le ratio critique. Qu'est-ce qui va changer à votre avis? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va changer par rapport au premier calcul? C'est la date actuelle. Très bien. C'est la date actuelle qui va changer, qui va être égale à quoi? La date actuelle sera égale à quoi? Très bien. Allez, ce sera la date d'exécution la date d'exécution du premier document. Très bien. Merci. Donc, dans ce cas, si vous continuez toutes les itérations, après toutes les itérations, vous aurez cet ordre-là. C'est F, A, E, B, D. Et on calcule de la même manière, on calcule les critères de la même manière. D'accord? Si on va récapituler ce qu'on a obtenu pour les indicateurs calculés. Je reviens à ta question. Pour la règle FIFO, on prend par exemple le temps moyen dans le système. C'est 20 jours pour la règle FIFO, 18 jours pour la règle de temps opératoire le plus court, la LSPT, 18-33 jours pour le deadline, pour le délai premier, et pour le ratio critique, c'est 22,17. Donc, quelle est la meilleure méthode? Je ne peux pas m'arrêter là. Je dois poser la question de la façon suivante. Quelle est la meilleure méthode selon le critère TMS? C'est la méthode qui me donne... c'est plutôt le TOC, Ada. Voilà, c'est plutôt le TOC parce que ça donne 18. Tu n'as pas vu 18 peut-être. Nada. Donc, c'est la méthode qui me donne le critère le plus faible. Si j'ai un objectif de minimiser les retards moyens, je vais choisir quelle méthode, quelle règle de priorité? Retard moyen, je vais choisir le délai promis, voilà le deadline. Très bien. Si j'ai un besoin de minimiser le nombre de commandes en retard, je dois absolument choisir le deadline. D'accord? Et d'ailleurs, en ce qui concerne les règles de priorité. Ce qu'on a vu pour les règles de priorité, c'est aussi applicable. J'ai besoin uniquement de 5 minutes max et je vous libère et merci pour votre patience. Hein. Alors, ce qu'on a appliqué pour les règles de priorité sur une seule machine, c'est aussi applicable lorsqu'on a des algorithmes, si on a plusieurs machines, plusieurs ateliers. Donc, le principe est le même. Ce qu'on a appliqué sur les règles de priorité va être aussi appliqué, bon, différemment, bien évidemment, mais le principe est le même. On a plusieurs algorithmes qu'on peut prendre en considération.
plusieurs critères qu'on peut calculer, choisir la méthode qui me convient le mieux selon un critère bien déterminé. Je résume rapidement. L'ordonnancement, c'est l'étape, je résume la séance, l'ordonnancement, c'est l'étape qui suit directement la planification. C'est la planification, ça peut être défini comme la planification à très court terme des ordres de fabrication qui sont résultats de la planification. Je dois avoir des données sur les commandes, des données sur les gammes de production, des données sur les performances des machines, des ressources dans le cas général, parce que je peux avoir des ressources humaines, des ressources manuelles, si vous voulez. Je dois commencer, voilà, je dois définir 3 paramètres. Un problème d'ordonnancement est défini par 3 paramètres qu'on peut noter alpha, bêta et gamma. Ces paramètres-là sont en relation en premier lieu par les ateliers. Je dois définir le type d'atelier et le nombre de machines. Je peux avoir une machine unique, des machines parallèles, je peux avoir des flow shops ou des job shops. Et je dois définir aussi le nombre de machines. Le deuxième paramètre, je dois donner des informations sur les tâches. Quelles sont ces informations? C'est principalement le processing time, c'est le temps de traitement, le ready time, le temps de la date de fin et le deadline. Et je peux ne pas avoir de paramètres dans le bêta et je dois avoir un objectif. La méthode que je vais utiliser pour l'ordonnancement dépend, entre autres, de l'objectif. Donc, on doit définir l'objectif qui peut être en relation avec le retard, en relation avec le temps d'exécution, en relation avec le retard moyen, etc. D'accord? Si j'ai une seule machine, je dois utiliser ce qu'on appelle règle de priorité. On a vu 4 exemples, je pense, de règles de priorité. On a vu le FIFO au PEPS. On a vu le temps opératoire le plus court et le plus long, le deadline ou le délai promis et le ratio critique. Sur un même exemple, on a vu que je peux appliquer des règles de priorité différentes sur un même exemple et évaluer par la suite le dernier tableau, évaluer la règle selon différents critères. Lorsqu'on veut choisir entre plusieurs règles de priorité, on doit fixer un objectif, c'est-à-dire comparer les méthodes selon un même critère et c'est ce qu'on va faire pour le reste du cours. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer les algorithmes lorsqu'on a plusieurs commandes en attente et plusieurs machines, voilà, plusieurs postes de travail dans l'atelier. Ça peut être en parallèle ou en série. La séance prochaine, comme vous pouvez le voir sur le Classroom, on peut avoir plusieurs objectifs. Dans le cas général, on peut avoir plusieurs objectifs en même temps, oui, mais pour nous, on va avoir des problèmes mono-objectifs parce que c'est très compliqué. Les algorithmes, lorsqu'on a plusieurs objectifs, sont compliqués par rapport au volume horaire, par rapport à notre niveau qu'on cherche, les compétences qu'on cherche à acquérir. D'accord? Donc, la semaine prochaine, vous pouvez voir ça sur le Classroom, votre Classroom. On va voir ce qu'on appelle les algorithmes de Johnson et Jackson. On va voir quand est-ce qu'on peut appliquer ces algorithmes et quelles sont les conditions de le faire et surtout, quels sont les objectifs à atteindre lorsqu'on applique ces algorithmes-là. Donc, ce qui reste pour cette séance, c'est je vais partager avec vous tout de suite un QCM sur exactement ce qu'on était en train de voir. Vous allez répondre à ce QCM. Si je vais, vous trouvez la vidéo aussi sur le Classroom. C'est vous accédez au Classroom, vous allez trouver l'adresse, le webinaire de la conférence qu'on est en train d'avoir. Vous allez trouver la présentation que j'étais en train de présenter maintenant. Vous allez trouver aussi un document un peu plus détaillé sur ce que j'étais en train de dire et la vidéo. D'accord? Vous pouvez aussi, il y a un forum à la fin de la première semaine, je vais partager avec vous le Classroom. Il y a un forum. Je m'excuse, je me suis déconnectée
de la conférence. Donc, ce que qu'est-ce que j'étais en train de dire? Forum, madame. Le forum, merci Malek, merci beaucoup. Le forum, dans la première semaine, chaque semaine, vous aurez un forum. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question pour moi ou pour vos camarades. Donc, si vous arrivez à répondre les uns aux autres, ce sera idéal. Moi aussi, je me connecte continuellement et je réponds à toutes vos questions. Entre-temps, juste après cette séance, je vais partager avec vous le QCM. Je vais vous proposer de le rendre cet après-midi. Est-ce que vous avez autre chose à faire cet après-midi? Vous avez un autre devoir à rendre ou pas? Oui, non? Non. Donc, vous allez répondre à ce QCM et le rendre avant 18h, s'il vous plaît. Donc, je vais partager avec vous un QCM et vous allez, si vous répondez tout de suite, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, le classroom, est-ce que vous voyez le classroom maintenant? Le classroom. Vous répondez au micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la classroom ou pas? Amir? Oui, madame. Oui, merci. Donc, le forum, il est là. Juste à la fin, vous pouvez même poser vos questions via dans Stream, voilà, dans Flux, mais vous pouvez aussi poser la question spécifique à cette séance ici et je vais répondre moi-même, voilà, l'un de vos camarades à toutes vos questions. Pour celui qui a posé la question sur la vidéo, vous la trouvez ici, la séance synchrone de la semaine 8. ما نسمعش فيكم اللي كان يتكلم سكي. Non? Mais c'est pas grave. Hein. Et je vais partager avec vous, comme je vous ai dit, le QCM, vous les rendez avant 18h. Vous êtes d'accord de le rendre avant 18h? Hein? Oui ou non? Ok. Ok, merci beaucoup. Ce sera facile. Bon, ce sera noté comme un test, mais l'objectif, vraiment, c'est pas la note. Vraiment, j'ai besoin de savoir si vous avez pu retenir les objectifs de cette séance. D'accord? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Non? Non. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. On a largement dépassé le temps. Pour moi, oui, Malek. Malek, tu peux parler, hein? مدام Oui. المرة الجاية بربي متيش كي تبدا تفسر لنا في حاجة حل أيوة. الفانت وكان يصور معاها باش ما نبقاوش الكاميرا. انت ما كتبارتاجي في الكرون. أي. كي تبدا مدام تفسر لنا في حاجة. أيوة. عطينا اكزومبل هكاك باش معناها نبدل لا بريزونتاسيون ونحط ان اوتر اكزامبل سي سا